Pour Marie-Louise Dubois, notre système de création monétaire n'est pas adapté aux besoins de nos sociétés. La banque a un raisonnement, un objectif, des critères, le rendement que ça rapporte. Que ce soit une collectivité locale, un individu ou maintenant un État, mais ce n'est pas son problème. Son seul problème, c'est que si elle crée de l'argent, j'allais dire si elle prête, parce que le mot est un peu ambigu, si elle crée de l'argent pour un client, c'est pour que ça lui rapporte. Si vous venez dire, je veux créer, je vois dans mon entourage des gens qui sont seuls, il faudrait un bâtiment bien fait, avec de l'air autour, du personnel un peu compétent, qui sache les aider. Alors peut-être qu'avec le temps, je pourrais vous rembourser, mais pas très vite. Et puis les intérêts, il faudrait pas... Alors le banquier dit, arrêtez, ça m'intéresse pas. Qui décide de ce qu'on va faire? Mais ce sont les investisseurs, ce sont les gens qui ont l'argent et qui vont décider où ils le mettent. Et ils ne le mettent pas en fonction des besoins. Si demain on fait du bio, on n'en fait pas. Si demain on fait, je sais pas moi, des énergies renouvelables ou pas, c'est uniquement si la banque a décidé que c'était rentable. L'enjeu dans lequel on est, donc maintenant, c'est est-ce que, à l'occasion de cette crise majeure de l'histoire du capitalisme, on va être à même de mettre fin à cette économie de confiscation, donc de re-réglementer la finance, de refaire qu'une banque, ça sert à faire du crédit à des particuliers, à des entreprises pour qu'elles investissent et pas spéculer avec l'argent des particuliers. Bon. Est-ce qu'on va être capable de rétablir une économie normale, ou bien est-ce que cette économie de confiscation va se poursuivre par d'autres moyens? Voilà, c'est ça l'enjeu du moment actuel. C'est ça l'enjeu du moment actuel. Parce que l'autre choix dont on n'a pas parlé, c'est on ne paye pas. Face à la crise de 2008, un seul pays d'Europe a refusé de payer pour les banques. L'Islande. C'est une île, donc les gens se connaissent, etc. Ils partagent des histoires ensemble, ils sont là l'hiver, ensemble, pas seulement l'été, quand les touristes viennent les voir, et c'est petit, bien. Donc, profitant de cette particularité-là, ils ont une attitude absolument magnifique. Ça veut dire qu'ils sont allés dans les banques et ils ont dit, hop, on sort les actifs domestiques, donc les avoirs des Islandais, voilà. Tout ce qui est actifs étrangers, tout ce qui est activité spéculative, tout ce qui est ce avec quoi les gens se sont gavés pendant des années, terminé, on fait défaut. Suite à la crise des subprimes, la banque privée islandaise iSave et sa maison mère Landbanski doivent rembourser 4 milliards de dollars à des clients hollandais et britanniques. Le gouvernement annonce qu'il prendra en charge cette dette privée. Face à cet engagement qui menace de plonger le pays dans la récession, la population s'indigne et encercle le Parlement nuit et jour pendant des semaines. Cette résistance de la population islandaise plonge la communauté financière dans la consternation. On prédit à l'Islande la sanction des marchés et la récession si elle s'obstine à ne pas payer. L'affaire iSave tombe plutôt mal, alors même que le pays est en train de remettre officiellement sa demande d'adhésion à l'Union. La Commission est en train de préparer son opinion sur la demande d'adhésion de l'Islande. Et dans ce contexte, des questions comme par exemple le cas iSave, mais aussi toutes les questions relatives au contrôle des capitaux seront analysées de très près. La pression exercée était, on ne peut pas vous garantir que vous rentrerez, mais si vous ne commencez pas par payer,
les négociations vont vraiment mal se passer. Les Anglais ont utilisé une loi antiterroriste qui a été émise après 2001 et qui devait être utilisée uniquement contre Ben Laden ou la Corée du Nord. Et elle a été utilisée contre une banque islandaise, sachant que les liens historiques d'amitié, de culture, d'histoire entre l'Islande et l'Angleterre. L'Islande, c'est le pays des Vikings. Ils ont occupé l'Angleterre 36 fois. Il y a des dynasties entières anglaises qui ont des origines vikings dans la nuit des temps. Bah non, ça a mis un sérieux coup de froid. Oui, ça a mis un sérieux coup de froid. Les Islandais refusent le chantage. Ils se donnent rendez-vous devant la maison du président. Au petit matin, ils arrivent de toute l'île pour lui demander d'organiser un référendum sur le remboursement de la dette. Ils apportent au président une pétition signée par un quart de la population. Face à cette mobilisation, le président islandais accepte d'organiser le référendum. Le 6 mars 2010, les Islandais votent à 93% contre un remboursement de la dette privée avec de l'argent public. Ce qui s'est passé en Islande, c'est ça qui est normal. C'était une dette privée de banquiers privés vis-à-vis de banques privées. On ne peut pas payer, on fait faillite. Et donc celui qui a prêté indûment subit. Je veux dire, la situation dans laquelle on met l'État responsable d'une dette privée est totalement anormale. L'enfer prédit aux Islandais ne se révèle pas si terrible. Au bout de 2 ans, le pays renoue avec la croissance. Un rétablissement plutôt rapide. Comme les choses vont mieux, une partie des actifs se valorise et reprennent de la valeur. Donc ce qui était totalement impensable à un moment, payer ces 4 milliards, le devient maintenant parce que les choses allant mieux, les actifs de Landbanski prennent de la valeur et donc ils peuvent imaginer payer 4 milliards et éviter une crise majeure. En protégeant l'argent public, les Islandais ont sauvé leur petite île. Cette expérience, peu commentée dans les médias, a débouché sur le projet d'une nouvelle constitution qui protégerait l'État des dérives de la finance.